Chers collègues, merci encore une fois pour ce que Carlos a dit sur le soutien que nous lui avions donné lors de sa maladie. Mais tout le monde peut subir une telle situation, mais cela nous confirme que nous avons besoin d'un bon système sanitaire, un meilleur système que nous ne l'avons. Donc il faut investir dans ce système et cela doit être un système public qui fonctionne correctement. En fait, j'avais souvent dit dans la discussion pendant la COVID, en fait, à l'époque, la situation nous a montré que nous n'étions pas aussi bien structurés qu'on ne l'avait pensé, mais nous avons dû constater que lorsque la situation devient sérieuse, nous n'avons pas suffisamment de lits de soins intensifs. J'ai fait une comparaison, j'ai dit, je préfère si dans un hôpital, il y a 20% de personnes qui attendent de devoir travailler plutôt que d'en avoir qui sont présents à 100% et qui ne savent pas comment s'en sortir. Si nous avons un incendie, nous avons besoin de suffisamment de pompiers. Et nous n'avons pas trop de pompiers, il faut toujours en avoir assez en cas de catastrophe pour éteindre un incendie. Donc nous devons parler de l'ensemble de la sécurité sociale et si nous parlons des pensions, il ne faut pas l'oublier. Avant les élections, chers collègues, on n'a pas beaucoup parlé des pensions. Encore une fois, j'ai regardé le programme électoral du parti qui détient ce ressort dans le nouveau gouvernement, le CSV, qui a promis une amélioration structurelle de la rente minimale et qui a voulu rendre les deuxième et troisième piliers plus attractifs. Mais ils ont aussi dit qu'il y a un besoin d'agir pour le financement, mais il n'y a rien eu de plus concret. Mais quelque part, depuis le mois de décembre, c'était au début du mois de décembre, les pensions sont devenues un sujet. Et ce que Madame la ministre et son patron, c'est ainsi qu'ils s'appellent, ce qu'ils disent, cela peut causer des soucis, parce que je pense que la réforme annoncée risque d'aller dans la mauvaise direction. Et pour le sujet de la réforme des rentes, ça concerne beaucoup de gens, pas seulement les retraités, mais aussi les futurs retraités. Et permettez-moi de vous donner certaines informations pour bien présenter la situation. En 2022, nous avions à la CNAP, la caisse de pension, 448 277 assurés, c'est-à-dire des retraités futurs. 90% d'eux, c'était des salariés, 5% des indépendants, et le reste, c'était des chômeurs indemnisés, des gens qui étaient au congé parental ou des gens qui ont une assurance volontaire. On devrait y ajouter les fonctionnaires engagés après 1999 qui ont un système à 90% identique avec le régime général. Pour les assurés et les retraités, ils sont 616 754 à être affiliés à la Chambre des salariés. 157 000 d'entre eux sont des retraités, hommes et femmes, qui, fin janvier, début février, ont reçu leur bulletin de vote pour élire leurs représentants à la CSL. Les représentants des assurés à la CNAP sont ensuite nommés par les membres de la CSL sur proposition des syndicats représentés à la CSL. Et pour cela aussi, il est important que vous participiez à ces élections si vous ne l'avez pas déjà fait. Mais je suis convaincu que la plupart d'entre vous, vous avez déjà renvoyé votre bulletin correctement rempli. Pour la discussion sur l'avenir de notre système des rentes et une réforme des rentes, la CSL est donc devenue incontournable. Non seulement on doit l'écouter, mais elle doit être sérieusement impliquée dans tout le processus d'une réforme. Sinon, nous avons définitivement un problème démocratique. Et alors, il faut savoir aussi qu'à la sécurité sociale, notre assurance des pensions,
est gérée de manière tripartite et aussi parce que les syndicats, avec leurs 180 000 membres, ont aussi une grande importance dans la politique salariale et ils ont donc un droit légitime d'être à la première place lorsqu'il est question de discuter d'une réforme du système des pensions. Chers collègues, qu'en est-il en réalité pour la situation si nous regardons les statistiques des retraités à Luxembourg? D'après le rapport de la Caisse nationale de pension, nous avions en décembre 2022 215 548 retraités hommes et femmes. 148 608 avaient une rente de vieillesse et en moyenne, ils ont pris cette rente à l'âge de 60 ans. C'est un âge qui augmente lentement parce que les gens qui ont commencé à travailler à l'âge de 15 ans et qui, après 40 ans de cotisation et de travail, étaient âgés de 57 ans pour prendre la retraite, le nombre de ces personnes diminue, les gens ne commencent à travailler que plus tard et l'âge de la retraite augmente. Nous avions aussi 17 434 personnes qui avaient une pension d'invalidité qu'ils ont malheureusement déjà dû prendre à l'âge de 54 ans. 41 660 avaient une pension de survie, en règle générale des veuves, et nous avons encore 3 970 rentes d'orphelins. 41% de ces personnes ont une carrière purement luxembourgeoise de leur assurance. Cela veut dire que 59% de ces gens ont une carrière mixte d'assurance. Cela reflète ce qui est la réalité dans notre pays. Ils sont venus travailler au pays, ils ont vécu ici et ils ont travaillé auparavant dans d'autres endroits. Et cela augmente en raison du phénomène des travailleurs frontaliers dont nous avons besoin à Luxembourg. Mais cela fait aussi qu'entre-temps, 50% des pensions sont payées à des résidents et 50% à des non-résidents. Ce n'est pas seulement en raison des frontaliers, mais c'est aussi parce que beaucoup de gens qui ont longuement travaillé dans ce pays, mais qui étaient issus de l'immigration, retournent dans leur première patrie pour leur pension. Et puis, il y a encore un phénomène qui est plus nouveau. Le coût de la vie à Luxembourg n'a cessé d'augmenter, surtout les coûts du logement, et nous avons beaucoup de gens, aussi des retraités, qui habitent à l'étranger parce que c'est plus facile de le faire. Chers collègues, et quelle est maintenant l'importance de nos pensions à Luxembourg? Les derniers chiffres officiels que j'ai trouvés se trouvent dans le rapport général de la Sécurité sociale de 2022. Et ces chiffres ont 2 ans maintenant, mais reflètent une bonne image. La pension moyenne à l'époque, si on regarde toutes les pensions, s'élevait à 2 092 €. La pension moyenne des pensions de vieillesse personnelle, si on ne parle pas des pensions d'invalidité ou de survie, ont atteint 2 308 €. Mais il faut dire aussi que 58% de toutes les pensions payées à Luxembourg concernaient des carrières d'assurance mixtes et n'avaient pas seulement des années luxembourgeoises. Et si on regarde les pensions qui sont marquées par des années d'assurance luxembourgeoise, et ce sont ceux qu'on considère, alors cela reflète une autre image. La pension de vieillesse moyenne s'élevait à 3 400 €, la pension d'invalidité moyenne 2 400, la pension de survie 2 400 et la pension d'orphelin 800 €. La pension de vieillesse moyenne n'était donc pas beaucoup au-dessus du salaire social minimum qualifié. La pension d'invalidité et de survie était à peine au-dessus du salaire social minimum et si on parle d'une moyenne, cela veut dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu moins. Et quelques pensions élevées
ont une influence évidemment sur la moyenne. C'est pour cela que je doute que l'on puisse dire que les retraités luxembourgeois sont gâtés comme je l'ai lu. Et si on regarde alors le risque de pauvreté, son évolution dans les 12 dernières années, alors l'image s'assombrit. Depuis 2011, le risque de pauvreté des personnes âgées augmente dans ce pays depuis plusieurs années plus rapidement que dans d'autres groupes professionnels ou d'autres groupes de la population et nous nous rapprochons de plus en plus de la moyenne européenne. C'est une mauvaise évolution et les politiciens du pays qui ont la plus grande évolution du PIB n'ont pas de raison d'en être fiers. Au contraire, cela devrait les préoccuper, ils devraient réagir et surtout ne pas prendre de mesures qui pourraient encore détériorer cette situation. Notre pension minimale est en dessous du seuil de pauvreté, comme les statistiques le prouvent. Et si l'OCDE à Paris pense devoir détecter et dire que le système luxembourgeois garantit aux retraités une meilleure vie que dans d'autres pays, alors cela peut être vrai. Mais cela veut dire pour nous que nous n'avons pas ou que nous ne devons pas imiter la mauvaise politique des autres pays, mais nous devons renforcer et améliorer notre système. Chers collègues, nous ne voulons pas de rente Riester allemande ou une politique des rentes à la Macron. Ils peuvent la garder. Et nous savons que nos collègues allemands et français, salariés et retraités, seraient heureux s'ils pouvaient se débarrasser de cette réforme et s'ils avaient un autre système. Et dans l'OCDE, il n'y a pas seulement les pays européens, mais aussi nos collègues américains. Parfois, j'ai la chance de discuter avec eux et je sais que de nombreux Américains seraient heureux s'ils avaient un système des pensions. La plupart d'entre eux n'en ont pas, à moins qu'ils n'aient une pension privée, une assurance privée. Chers politiciens se sont préoccupés à juste titre de l'évolution de l'extrême droite et nationaliste qui se répand de plus en plus dans les pays européens. Mais cette évolution qui nous préoccupe aussi est aussi due au fait qu'au cours des dernières décennies, de nombreux acquis sociaux ont été détériorés et les inégalités sociales ont augmenté. Et un recul social mène à des tensions et à des conflits sociaux. Et une politique qui base sur l'égoïsme et la concurrence constante, qui accepte l'augmentation des inégalités et l'augmentation de la pauvreté et une plus grande peur des salariés face à un glissement social, une telle politique remet en question à terme une démocratie. Pour cela, nous avons besoin d'une autre politique sociale. Il faut que nous devons notre système qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale, qui reposait sur les leçons tirées de la période précédente, nous devons le développer, le défendre et le développer. Et si notre ministre pense que ce serait irresponsable de ne pas réagir par rapport aux pensions, j'ai envie de lui donner raison. Si je regarde l'évolution des dernières années, nous avons des problèmes. Nous avons toujours des choses qu'il faudrait améliorer. Et il faut savoir comment nous pouvons améliorer le système et le maintenir à l'avenir. Mais si je lis les interviews qu'elle donne, alors je crains qu'elle fait une autre analyse de la situation et qu'elle a d'autres idées que nous. Nous voulons par exemple une augmentation du salaire social minimum pour combattre la pauvreté à l'âge élevé. Et dans leur programme électoral, ils parlent de cela. Mais si on veut cela, alors il faut faire très attention pour ne pas réduire l'ajustement, comme c'est prévu. Parce que si on le fait, alors la valeur de nos pensions pour les retraités actuels et futurs diminue fortement. Nous avons fait un calcul. Si aujourd'hui on a une pension moyenne qui s'élève à 66% du salaire social minimum, du salaire moyen, et si on enlève l'ajustement, alors cette pension ne représentera plus que 61% du salaire moyen. Sur cette année, c'est une perte de 13 000 € par an. Quelqu'un qui
à la pension minimale, il perd toujours 7 000 €. Et, chers collègues, si on n'a pas beaucoup, alors cela fait encore plus mal. Et c'est précisément ce qui est envisagé pour la date de 2027, où on dit que si l'équilibre entre les recettes et les dépenses ne fonctionne plus, c'est ce qui est prévu pour cette année, plutôt que, éventuellement, d'augmenter légèrement les cotisations en raison des évolutions négatives sur le plan économique et géopolitique. Donc, parce que cette année, les dépenses sont plus élevées. Là, on veut réduire l'ajustement ou le supprimer, ou encore l'allocation de fin d'année. Chers collègues, depuis des années, nos cotisations que nous payons sont plus élevées qu'elles ne devraient l'être. Et pour cette raison, parce que pendant des décennies, nous avons payé des cotisations plus élevées, nous avons des réserves énormes de plus de 24 milliards d'euros et qui nous permettraient pendant 4 ans de payer les pensions actuelles sans encaisser un seul euro de cotisation. Et cette réserve représente 37% de tout ce qui est réalisé à Luxembourg, donc notre PIB. Une partie de ces réserves pourrait être utilisée en 2027 en cas de problème. Donc on pourrait en profiter pour s'enterrer, pour prendre le temps nécessaire pour voir comment il faudra agir à l'avenir sans devoir procéder à des détériorations. Sinon, à quoi sert une réserve si on ne l'utilise pas, si on en a besoin? Si vous avez de l'argent de côté, si vous en avez besoin, vous l'utilisez au moment venu. Et non pas, cela ne suffit pas d'amonceler des sommes faramineuses. Et je voudrais dire aussi que nous avons aussi réfléchi pour savoir si c'est correct que ces réserves soient seulement placées en bourse. Tout d'abord parce que ce n'est pas forcément le moyen le plus sûr de placer de l'argent. Nous l'avons souvent vu en cas de crise, avec quelle rapidité cet argent a disparu, mais aussi parce qu'on l'a surtout utilisé pour soutenir la politique des entreprises multinationales. Et on pourrait aussi faire autre chose. On pourrait, par exemple, soutenir la construction de logements dans ce pays, comme c'était le cas autrefois. La Caisse de pension des employés privés a, par exemple, eu un système où on pouvait obtenir des prêts favorables pour un petit logement correct. Et on pourrait aussi envisager comment on pourrait, des entreprises qui investissent dans ce pays ou dans la grande région, on faudrait aussi pouvoir les soutenir. Un prêt devrait être remboursé aussi de leur part, mais ce serait important pour la transition économique. Nous savons que nous devrons travailler différemment demain si nous ne voulons pas vraiment nous retrouver dans une véritable catastrophe climatique. Il faudra donc produire différemment et travailler différemment. Et ça, c'est quelque chose où on pourrait aussi soutenir certains aspects. Nous avons parlé de tout cela. Mais lorsque ça fonctionne bien, alors on en a tout simplement pris connaissance, mais jamais on n'en a parlé sérieusement. Et, chers collègues, si maintenant on parle d'une réforme pour l'avenir, alors nous voulons aussi discuter des conséquences de la mauvaise réforme de 2012. Cette réforme de 2012 était particulièrement injuste par rapport aux futurs retraités. Un actif d'aujourd'hui qui a gagné le salaire social minimum pendant toute sa vie, en raison de cette pension, il aura une pension de 13% inférieure à celle d'avant la réforme. Donc nous avons régressé, c'est un pas en arrière et non pas en avant. Mais, chers collègues, nous ne voulons pas que nos enfants vivent moins bien que nous. Une bonne réforme doit aussi supprimer ces injustices et nous avons fait des propositions concrètes, nous les avons développées et nous ne nous lasserons pas
d'attaquer ces injustices auprès de la nouvelle ministre et de demander des améliorations pour les jeunes. Notre système repose sur la solidarité. Nous, retraités, nous sommes solidaires avec les jeunes comme les jeunes sont solidaires avec nous. C'est le bon chemin pour un système dont nous avons besoin. Et en 2012, à l'époque, cette détérioration, dont je m'en rappelle, a été expliquée avec l'augmentation de l'espérance de vie. Et on a dit qu'on peut travailler plus longtemps pour compenser cette perte. À l'époque, déjà, nous avons fait le calcul. Un calcul concret, c'est un mauvais calcul. Ils n'ont pas... Bon, ils ont dû accepter notre calcul et dans le bilan de l'IGSS, ils ont même avoué que cela ne change rien. Mais en fait, à l'époque déjà, cela voulait dire que ceux qui ont défendu cette thèse étaient en fait d'avis, et le sont toujours, que tout le monde devrait travailler au moins jusqu'à 67 et au mieux jusqu'à 70 ans. Alors nous rejoignons les pays qui ont déjà cette situation où nous connaissons aussi les conséquences. Est-ce qu'on peut travailler aussi longtemps? Est-ce qu'on a la capacité physique et psychique de le faire? Est-ce que les entreprises veulent garder les gens jusqu'à cet âge-là? On n'en parle pas, cela n'intéresse personne. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle je n'ai pas trouvé d'analyse détaillée, ni mes collègues d'ailleurs, sur l'espérance de vie dans le détail à Luxembourg. Une analyse où on ferait une différence entre les conditions de travail dans lesquelles on travaille, le statut social, la fonction, le travail dans l'entreprise ou les différences entre les professions, les métiers et les secteurs économiques auraient été analysées et pris en considération. Là, nous ne trouvons pas de données statistiques. Et des moyennes statistiques, si on nous fournit que cela, il faudrait les analyser parce qu'on peut les utiliser pour cacher des inégalités sociales. Et peut-être qu'on pourrait découvrir certaines choses qui seraient effrayantes. L'espérance de vie en fonction du travail réalisé pendant une vie sont tout à fait différentes. Et cela dépend entre autres de la somme qu'on a reçue pendant sa vie, au mieux pour son travail, mais il y en a beaucoup qui ont beaucoup hérité et qui ont pu mener une bonne vie. Alors l'espérance de vie change aussi. Et j'ai toujours en tête lorsqu'en 2012, le représentant du patronat a dit on pourrait aussi demander aux gens de travailler plus longtemps. Je sais que nous leur avons répondu oui, mais à ce moment-là, il faut que les conditions de travail dans les entreprises pour les personnes âgées soient adaptées de manière à ce que cela soit possible de travailler de cette manière. Et nous avons dit qu'il nous fallait un plan de gestion de l'âge dans l'entreprise. C'est ainsi qu'on l'a appelé et on a promis et on a négocié aussi par la suite cette possibilité, mais il n'y a eu aucun résultat et la politique n'a pas tiré la conséquence de devenir active elle-même. Et pour cette raison, aussi pour d'autres points, nous n'avons pas eu de réponse. C'était le dernier accord que j'ai signé en tant que président de l'OGBN, c'était en 2014. C'était un accord où le droit à un travail partiel et une pension partielle devaient être introduits. Et j'ai toujours cette fiche avec les signatures de M. Bettel et d'autres ministres, mais cela n'a jamais été introduit. C'est resté une vaine parole et on n'a rien fait. Cela aurait été un moyen pour ceux qui l'auraient voulu et qui auraient voulu travailler plus longtemps, mais de les arranger, s'ils voulaient travailler de manière moins lourde, on devrait pouvoir discuter de telles possibilités. Mais au contraire, nous avons une situation où, dans ce pays, si nous regardons les statistiques et le chômage,
nous constatons que les gens âgés de plus de 50 ans et qui perdent leur emploi ont des difficultés pour trouver un nouvel emploi et ils sont nombreux parmi eux à se retrouver avec le Révis ou comme on l'appelait autrefois RMG. Et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de réponse à ces questions, ce ne sera pas possible, ce serait même irresponsable de parler d'une augmentation de l'âge du départ à la retraite et je peux le dire clairement, l'OGBL n'acceptera pas cela d'aller dans cette direction. Chers collègues, on pourrait réaliser beaucoup d'améliorations, mais on parle surtout du financement du système et du deuxième et du troisième pilier. Si on lit les interviews, on voit que l'objectif consiste à réduire le coût du système ou du premier pilier de notre système de pension. J'étais effrayé de lire dans une interview que les réductions des prestations de la réforme de 2012 ne viendraient pas suffisamment tôt et devraient être avancées à 2032. Et pour compenser, ils veulent rendre le deuxième et le troisième pilier plus attractifs. Pour le deuxième pilier, les retraites professionnelles, on n'en parle pas beaucoup et il n'y a pas beaucoup de transparence si on essaye de découvrir quelles sont les entreprises et quelles sont les personnes dans les entreprises qui pourraient obtenir une telle pension complémentaire, comment on les paye et quelles sont les prestations. On ne trouve pas grand-chose et pour cette raison, notre syndicat a demandé dans une lettre d'obtenir ces données. C'est un point important pour avoir de la transparence dans cette direction. Et puis, les pensions, les assurances pensions privées, voilà, il faut avoir un salaire qui vous permet de les acheter. On ne peut pas faire des économies partout. Et alors, les jeunes d'aujourd'hui sont dans une situation où ils doivent réfléchir s'ils font des économies pour un logement ou pour une pension. À moins que l'on ait la chance d'avoir un salaire très élevé, alors on ne doit pas se poser cette question, mais la plupart des gens n'ont pas cette chance et doivent faire un choix. Et ce choix devient encore plus compliqué lorsqu'on est confronté à une situation où les parents qui ont peut-être pu fournir de l'aide et qui ont aussi pu aider pour les petits-enfants, pour leurs petits-enfants, lorsqu'on doit payer soi-même les études des enfants, qui disent tout d'un coup, bon, ma pension ne me permet plus de le faire. Alors, tout cela, c'est une évolution négative qu'il faut garder en tête et faire en sorte de ne pas nous retrouver dans une situation où il y aurait des problèmes asociaux. Chers collègues, nous ne sommes pas aveugles et nous savons que si la part des personnes âgées dans notre société augmente, alors les dépenses de l'assurance de pension augmentent, et aussi pour l'assurance soins et l'assurance maladie. Et certainement, il faut réfléchir au financement du système des pensions. Mais tout d'abord, il faut savoir quelles sont les prestations dont nous pensons qu'elles soient légitimes et que les retraités y ont droit. Et pour nous, une pension, cela ne doit pas être une assurance contre la pauvreté. Cela ne doit pas être un Révis amélioré, mais une pension doit permettre aussi à l'âge d'avoir des possibilités de vie dignes. Donc nous devons être d'accord pour savoir quel est le pourcentage de notre fortune que nous voulons dépenser pour les pensions. Et j'ai analysé les résultats de l'OCDE et je constate qu'à Luxembourg, en comparaison avec les pays voisins, nous avons encore des marges en Belgique, en France. Malgré leur mauvais système, ils dépensent plus d'argent sur le revenu global réalisé en France par l'économie qu'au Luxembourg. Et alors que personne ne vienne me dire, comme je l'ai entendu hier lors d'une table ronde, qu'il faut faire attention à la compétitivité du Luxembourg, là il y a encore beaucoup de marge.
Et, chers collègues, notre système des pensions n'est pas seulement financé par les cotisations sur notre salaire et notre travail, mais aussi par les impôts. Et je voudrais rappeler que les impôts, c'est nous. Nous payons le plus d'impôts à Luxembourg. Non seulement des impôts directs sur les pensions, mais à chaque achat, quand nous payons la TVA, tous les impôts indirects sont payés par la masse de la population. Et il y a des gens qui sont vraiment riches. Dans ce pays, ils pourraient payer davantage d'impôts sur leurs revenus, sur tous leurs revenus. Le travail, le capital, les logements, leur fortune. Avec cela, ils pourraient contribuer à payer les frais causés par l'évolution démographique dans les pensions. Ils ont aussi tout intérêt à ce que le système, la cohésion sociale de notre société fonctionne pour qu'il n'y ait pas constamment des conflits au niveau de la société. Et alors, si on a beaucoup, alors on peut payer plus. C'est un principe qui est correct et qui repose aussi sur la solidarité. Et pour nous, chers collègues, des augmentations des cotisations différenciées, ce n'est pas un tabou. Pourquoi les gens qui sont au-dessus du plafond cotisable de 5 fois le salaire social minimum ne devraient pas aussi payer une contribution solidaire sur leurs revenus qui dépassent ce plafond? Pour l'assurance dépendance, il n'y a pas de plafond cotisable. Et là aussi, on n'obtient pas plus d'aide si on paye plus que si on paye moins. C'est la même chose. Chers collègues, nous avons, par le passé déjà, développé de nombreuses propositions sur d'autres possibilités de financement. Et nous sommes en train de les regrouper encore une fois et de faire des calculs, parce qu'il n'y a pas que deux vices de réglage sur lesquels on peut travailler. Les deux, ce serait la cotisation et l'espérance de vie, ou aussi les prestations, il y en a beaucoup, où on pourrait assurer notre système et l'améliorer là où il y a besoin de le faire. Chers collègues, il n'y a pas que la possibilité de détérioration des prestations et de la prolongation de l'âge de la retraite, mais on doit vouloir discuter d'alternatives et de possibilités de financement supplémentaires et non pas seulement se limiter à une réduction des prestations. Chers collègues, nous voulons qu'il n'y ait pas de détérioration au niveau de notre système de pension. Au contraire, la réforme de 2012 doit être modifiée dans l'intérêt des jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons encore d'autres problèmes. Le risque de pauvreté augmente avec l'âge et notre pension minimale doit être relevée. Nous avons encore les situations de nombreuses veuves et d'invalides qui doivent être améliorées. Là aussi, il y a du pain sur la planche. Et pour cette raison, chers collègues, l'ajustement et l'allocation de fin d'année doivent être sauvegardés. Comme nous y sommes habitués, nous sommes prêts à discuter en tant que syndicat. Nous avons des propositions, mais nous voulons un progrès social et non pas un retour en arrière, et nous sommes prêts à faire opposition et à nous battre le cas échéant. Chers collègues, le GBL a dit: ne touchez pas à l'index. Le GBL dit la même chose et de la même manière déterminée. Ne touchez pas à nos pensions ni à celles de nos enfants. Merci et vive le GBL.